Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous présente Croco Hebdo. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de TV Sud pour un nouveau numéro de Croco Hebdo, de retour après quelques jours de repos et puis pour avoir célébré la victoire justement des Nîmois, c'était vendredi soir du côté du stade Charletti, la capitale avec ce succès à l'extérieur sur la pelouse du Paris Football Club dans le cadre de la 26e journée du championnat de national, victoire sur laquelle nous allons revenir dans cette émission aux côtés de nos invités qui font leur présentation sur ce plateau. On est très heureux de les accueillir. Kevin Martin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis à vos côtés, on retrouve Emmanuel Corrèze. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Face à vous, pas de Patrick Champ qui est en phase de réhabilitation. On lui souhaite un prompt rétablissement, Patrick. En revanche, Olivier Martinez est bel et bien fidèle au poste. Bonsoir Olivier. Je suis là. Bonsoir à toutes et à tous. Avec une émission, on l'a dit, basée sur cette victoire nîmoise, victoire précieuse qui fait suite à une série de matchs où on avait soit eu droit à un match nul, soit eu droit à une défaite. Victoire à l'extérieur, c'était face à Rouen, on s'en rappelle, à la fin du mois de janvier. Le Nîmes Olympique qui réussit plutôt bien sur les pelouses adverses, ça a été le cas vendredi soir dans la capitale du côté de Charletti. Avant cela, on va immédiatement demander des nouvelles de notre invité, Emmanuel Corrèze, que l'on sait en phase de rééducation après cette grave blessure, les ligaments croisés, rupture du genou droit. C'était le 16 décembre dernier lors de la réception de Créteil. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer, Emmanuel, comment s'opère cette phase pour vous actuellement? Là, c'est bien passé. Déjà, l'opération s'est bien passée. Je me suis fait opérer début janvier. Et voilà, je suis en phase de... J'ai repris un peu le vélo. Enfin, c'était plutôt la phase, le début, c'est plutôt la phase, il faut plutôt retrouver la flexion du genou, la mobilité du genou, l'hyperextension qu'on appelle, c'est-à-dire tendre bien la jambe. Et après, là, je vais voir demain le professeur Franceschi qui m'a opéré et j'espère passer à une autre phase, le plus rapidement possible, qui sera la phase de remusculation de la jambe et de reprendre la trottinée. Mais bon, c'est lui qui va me donner le feu vert. Là, pour l'instant, je ne suis pas passé à cette phase, donc pour l'instant, ça va, ça se passe bien, ça suit son cours. Le professeur Franceschi, professeur qui est établi à Marseille, qui est l'un des grands spécialistes et qui a fait d'immenses miracles auprès des footballeurs depuis des décennies. Ouais, des miracles, je sais pas, il a bien soigné tout le monde. Ouais, il nous a bien soigné, moi personnellement, il m'a déjà soigné 2 fois, c'est très bien passé, c'est un bon professeur. Mais voilà, comme je pense qu'il y en a beaucoup. Et j'espère qu'il aura fait du bon travail et que ce sera la dernière fois que j'irai le voir. On imagine aussi qu'en plus de l'opération, il y a un accompagnement particulier. En termes de morale, il y a un encadrement qui permet aux footballeurs et aux sportifs de haut niveau que vous êtes de ne pas perdre justement, on va dire, du moral. Non, ça après, je pense que chaque personne mentalement réagit différemment après une blessure. Après, c'est sûr que l'encadrement, je vois que, comme je leur dis souvent à Nîmes, franchement, j'ai la chance de vraiment être bien entouré. Il y a vraiment des bonnes structures, il y a un bon kiné, un bon docteur, ça passe bien. Et les blessures d'avant, je ne vais pas dire qu'il y avait des mauvais kinés, des mauvais docteurs, mais bon, j'étais un peu moins suivi et tout. Et là, la rééducation, pour moi, ça se passe vraiment très bien et tout. Et on fait du bon travail, donc j'espère que ça portera ses fruits et que je ne vais pas dire que je reviendrai plus vite que prévu, parce que je sais que c'est 6 mois et je sais que je n'en aurai pas pour 4 mois. Donc, mais j'espère que ça se guérira bien et qu'après j'aurai plus de soucis. On vous le souhaite en tout cas, et pour illustrer vos propos, on va découvrir ces images tournées par Alain Bellon vendredi dernier au domaine de la Bastide. On évoquait le kiné du Nîmes Olympique, Anthony Lombardo, en train bien de s'occuper des joueurs qui sont aux soins, alors que ce soit pour des longues blessures ou bien pour des petits pépins qui peuvent survenir à l'issue de matchs ou bien à l'entraînement. On pense bien évidemment, Olivier, à de nombreux joueurs, parce qu'il y a eu pas mal de joueurs blessés depuis le début de la saison. On pense à Abdelmalik Sissane, bien évidemment Emmanuel Corrèze ou encore Miodrag Stozic que l'on voit ici à l'écran. Ouais, il y a eu Niflor, il y a beaucoup de monde qui est passé par cette case-là. Mais bon, ça me fait penser, on le voit souvent, nous, avant l'échauffement, il a les bras hypertrophiés. Il vient de passer beaucoup de temps au massage. Donc c'est quelqu'un de compétent, de très sympa en plus. Donc il fait du bon boulot, tant mieux. C'est bien pour les joueurs. Et puis on sent qu'il y a une bonne ambiance aussi, y compris Emmanuel en salle de soins. Ouais, il y a une bonne ambiance, mais bon, surtout on sait que, moi je sais que j'en ai encore pour 2-3 mois, donc il vaut mieux le faire dans la bonne humeur, parce que sinon c'est pas plaisant. Voilà, bon, c'est pas, dans une carrière, c'est pas des moments vraiment plaisants, mais bon, on essaye de le prendre le mieux possible et
Et non, il y a une bonne ambiance. Mais bon, dans l'équipe en général, on le dit tout le temps et tout, mais il y a une bonne ambiance en général. Donc, que ce soit en salle de kiné, sur le terrain ou dans les vestiaires, ça se passe très bien. Il faut savoir bien vivre, justement, Voilà. au sein de ce groupe. On évoquait l'évolution de ce domaine de la Bastide. Kevin Martin, comment vous l'avez vu évoluer, justement, ce domaine de la Bastide, vous qui avez déjà officié avec le maillot de l'équipe première la saison passée? Moi, l'année dernière, déjà, j'étais au centre de formation, donc je voyais petit à petit les travaux s'effectuer. Puis là, avec les nouveaux vestiaires pour l'équipe professionnelle et bientôt pour la réserve qui vont se finir, là, je pense que c'est un très beau complexe qu'on a à notre disposition, quoi. On parlait de la réserve. Vous avez officié ce week-end avec justement la CFA2 du Nîmes Olympique devant Narbonne. Victoire 2-1 pour la réserve. Quel a été le profil de cette partie? Vous avez officié dans le 11 Nîmois. Écoutez, moi c'est mon premier match, c'est le retour, pareil. Comme Emmanuel, je me suis fait opérer, donc... Pubalgie. Voilà, d'une pubalgie au mois de décembre. J'ai passé 6 mois en dehors des terrains, donc ça fait beaucoup de temps que j'avais envie de retrouver du temps de jeu. Là, ça fait 90 minutes, ça s'est plutôt bien passé avec une victoire à la clé, donc je suis super content. Avec 2 buts pour le Nîmes Olympique signés Faras et Thibault, on se rend compte, Olivier, dans ces rencontres, qu'il y a toujours cette réciprocité voulue par Thierry Froger et relayée avec l'équipe réserve par Jean-François Pien, qui s'occupe également du centre de formation qui coach l'équipe réserve, des joueurs qu'on retrouve sur les feuilles de match avec l'équipe première et qui peuvent se retrouver également en équipe réserve. C'est le cas, on le sait, de Romain Thibault, entre autres. Oui, on en parlait en off justement, il y avait un bon groupe à Narbonne. Quand on voit donc Niflor, on voit Thibault, il y avait Faras, et puis on oublie encore Sanson qui va revenir, l'éternel Beniachou. Non, c'est un groupe qui est costaud, qui est solide et qui mériterait de faire un résultat parce que ça fait quelques saisons qui sont en haut de tableau et puis ça se passe plutôt pas trop mal entre Thierry Froger et la réserve. Alors, on évoquait le groupe et surtout le 11 Nîmois aligné par Thierry Froger vendredi soir à Charletti. Un coup d'œil sur le 11 aligné par Alain Boma vendredi donc pour le Paris Football Club. Alors, on a mis 2 précisions. Alors, la première précision, c'est que dans la couloir gauche, le gazo qui évolue, c'est pas le président. c'est un gazo, mais ce n'est pas le président du Nîmes Olympique ou quelqu'un de la famille. famille. Et dans le couloir droit, c'est bien Ousmane Sidibé qui évolue pour le Paris Football Club. Ensuite, vous découvrez cette composition Gazo, je crois. avec Yenga et Mursi qui ont tenté de s'illustrer face à Cyril Merville. Plutôt une équipe offensive, Olivier. Et on se souvient de 2 très bons attaquants, Yenga et Mursi. Après, c'est un 4-4-2, j'ai envie de dire classique pour le Paris FC. Et on va voir que les Nîmois en face, normalement, ont mis un 4-3 en place. Le 4-3-3 avec du côté du Nîmes Olympique, Cyril Merville, toujours dans les buts. La défense centrale avec une charnière, on va dire, qui retourne assez classique avec le retour de Vincent Carlier, le capitaine Benoît Poulain, Yacine Hadou avec Sébastien Piocel et Jonathan Parpex, toujours Moussa Sidibé et Maxime Poungé dans les couloirs respectivement à droite et à gauche. Sur l'aile gauche, Steve Agui qui a dû laisser sa place en cours de jeu pour Mouritala Ogunbiyi. Steve Agui qui souffre des adducteurs et qui ne fera pas partie du déplacement demain à Besançon. Issouf Ouattara sur l'aile droite et puis la pointe seule avec Koné. On a l'impression que soit Thierry Froger a voulu mettre un petit peu au repos Mouritala Ogunbiyi, soit a voulu un petit peu faire tourner après peut-être les déceptions nourries après le match nul de la semaine dernière. Je pense qu'il a beaucoup donné, il est assez régulier dans ses performances. Et puis là, on en avait parlé à l'émission dernière, un petit coup de mou. Je pense que Thierry Froger les a tous les jours à l'entraînement, il sait de quoi il en retourne. Donc s'il a fait reposer, c'est qu'il avait ses raisons et sans doute de faire souffler un peu. Le déplacement du Nîmes Olympique vendredi soir à Charletti, dans le cadre de la 26e journée. Beaucoup d'enjeux dans cette rencontre avec la volonté pour le 11 Nîmois de recoller au trio de tête. En voici tout de suite un résumé. Toujours à la peine aux Costières, les footballeurs nîmois ont ramené 3 points précieux de leur déplacement parisien. Pour la 6e fois cette saison, le Nîmes Olympique s'est imposé à l'extérieur dans le cadre d'un match qui n'avait attiré que 200 spectateurs vendredi soir sur les 20 000 places que contient le Coquet Stade de Charletti et qui est le théâtre des rencontres à domicile du Paris Football Club depuis 5 ans. Face à des Parisiens manquant nettement de tranchant dans le jeu, les Crocos n'ont guère montré plus d'inspiration,
voyant un premier ballon de Yenga maîtrisé par Merville au quart d'heure de jeu. 7 minutes plus tard, le portier nîmois était encore mis à contribution sur une longue passe en profondeur de Scotté à destination de Murcie. Le milieu et l'attaquant parisien qui allait encore s'illustrer peu après le repos avec une frappe trop croisée de Murcie n'inquiétant pas Merville. Une domination stérile qui allait se convertir en une occasion de but pour les Nîmois. À la 56e minute, un peu contre le cours du jeu, Steve Agui trouvait la tête de l'infortuné milieu parisien Abdoulaye Diawara qui trompait son propre gardien Michael Germain, jusqu'alors bien peu inquiété par Sédou Koné. Sur le banc, j'avais vraiment un sentiment d'injustice, donc c'était pour moi un élément motivant et j'espère fédérateur pour l'équipe. Essayer de revenir sur cette injustice parce que il ne m'est pas souvent arrivé de perdre un match 1-0 avec une équipe adverse qui a eu 0 occasion. On a donné le but, plus que donné le match, mais on n'a pas su revenir parce qu'on s'est trop précipité, on a voulu aller trop vite dans les phases offensives et on avait en face de nous une équipe bien solide pour pouvoir gérer ces situations-là. Un avantage d'un but parfaitement géré par les Nîmois, en dépit de quelques frayeurs dues à des imperfections dans le jeu. Nous, on peut être satisfait de notre solidarité, notre engagement défensif. Après, dans le contenu du match, effectivement, sur la première mi-temps, on n'a pas été trop bousculé, donc ça nous a arrangé. Après, en deuxième mi-temps, effectivement, on a eu beaucoup de réussite sur ce but. On aurait pu enfoncer le clou sur une ou deux occasions sur une récupération haute. Mais après, on a beaucoup défendu, beaucoup subi. Il y a des joueurs de qualité et ils nous ont pressé beaucoup plus haut. On a récupéré peu de ballons et je crois que physiquement, ils nous ont marché dessus, mais dans le bon sens du terme. Et on a beaucoup su faire. Voilà. Candidat déclaré à la montée en Ligue 2, le Nîmes Olympique ne s'est pas imposé avec la manière vendredi soir, mais a mis à jour les carences de l'ancien club de Jean-Luc Vanouki. Le problème que l'on a eu, c'est qu'on a essayé de répondre physiquement à cette équipe. On avait la possibilité de les mettre en difficulté. Maintenant, sur la seconde période, on a essayé un peu plus de poser le jeu, même si, encore une fois, on ne voulait pas prendre de risques, surtout notamment défensivement. C'est dans cette période-là qu'on était un petit peu mieux. On a eu 2-3 situations, malheureusement, on n'a pas réussi à les concrétiser. Enseignement le plus important de cette 26e journée de National, le Nîmes Olympique repart de Charlétier avec les 3 points de la victoire, retrouvant par la même occasion le podium à 2 longueurs du leader niortais qui a manqué dans un même temps sa réception de Rouen. Oui, Niort qui a manqué sa réception de Rouen, on s'expliquera tout à l'heure au moment des résultats puisqu'il y a eu 3 coupures d'électricité du côté de Niort qui vont très certainement faire gagner sur tapis vert le match à l'équipe de Rouen. Donc ça pourrait un petit peu relancer en tout cas l'attrait en tête de classement. On va rebondir avec encore des images, revoir tranquillement ce but inscrit par Diawara, le Parisien en faveur du Nîmes Olympique. Alors, là ça c'était l'action précédente, le but sur les cages de Cyril Merville et on va voir ce ballon très intelligemment remisé par Steve Agui. Alors on ne sait pas s'il veut faire une remise de la tête à son gardien pour que justement Germain puisse s'emparer de la balle, mais la tête est parfaite, Olivier, on ne peut pas dire autrement. Oui, c'est ça. Je pense qu'il veut la remettre au gardien, puisqu'on sent qu'il subit un peu le ballon. Il ne veut pas la frapper, il veut la décaler, mais il ne voit pas son gardien sortir, qui lui est pris à contre-pied. C'est un but magnifique. Et on bien voit placé. Que Steve Agui était dans le bon coup. En plus, il n'y avait pas de danger, parce que derrière lui, il n'y avait personne. Enfin, je pense vraiment qu'il veut la remettre tranquillement. Quoi. Bon, tant mieux. Steve Agui qui était bien placé justement pour cette passe. Ça ne nous arrive pas souvent les cadeaux, on va en profiter quand même. Oui, avec tous ces pénaltys oubliés, ça n'a jamais été vraiment pour nous, donc pour une fois, on va savourer. Avec d'autres actions chaudes lors de ce match entre le Paris Football Club et le Nîmes Olympique qu'on va redécouvrir immédiatement sur ces images fournies par la Web TV du club parisien. On le disait avec des travées bien vides du côté de Charléty, stade qui accueille des rencontres de football depuis 5 ans du côté pour le Paris FC, également de rugby et puis de grands meetings d'athlétisme. On voit que en première période, il y a eu quelques occasions, mais rien de bien tranchant. Et les deux équipes se sont jaugées pendant un certain temps avant qu'il y ait ces 3 occasions cadrées pour le Paris Football Club. Mais c'est vrai qu'on n'a pas assisté à une grande rencontre de football. Et comme bien souvent, c'est dans ces parties indécises, Olivier, que parfois le Nîmes Olympique, sur le geste juste, parvient à faire la différence.
Mais bizarrement, on est plus à l'aise à l'extérieur. À l'extérieur, on sait qu'il faut être solide pour ramener des points. Les Nîmois, ça fait plusieurs sorties qui le montrent, qui le prouvent. Ils ont été encore solides malgré ce qu'on peut dire. C'est vrai qu'ils ont eu très peu d'occasions, mais menant 1-0, ils ont su le tenir. Il faut quand même le faire. Et voilà, cette solidité défensive nous récompense aujourd'hui. Donc il faut continuer à être aussi costaud à l'extérieur. Et maintenant, je dirais que si on veut monter, il va falloir commencer à gagner à domicile. Puisqu'à l'extérieur, on se comporte plutôt pas mal. Maintenant, c'est à domicile que le bas blesse. Il va falloir inverser la tendance. Et rappelons que la dernière victoire à domicile remonte à ce match remporté à la mi-janvier face à Fréjus Saint-Raphaël. Est-ce que vous avez été étonné, Kevin, lorsque vous avez appris la victoire des Nîmois à Paris vendredi soir? Non, oui et non, parce que bon, je connais la qualité du groupe. Je pense que là, par rapport à ce match, on a été solide défensivement. Comme vous l'avez dit en première mi-temps, on n'a pas eu trop d'occasions, mais après, bon, on a su profiter de l'erreur adverse pour marquer et après rester solide tout le match. Je pense que non, c'est pas étonnant avec le travail qu'on fait, les joueurs qu'on a, d'avoir pu gagner à l'extérieur. Emmanuel, vous gardez des relais en permanence justement avec les joueurs qui officient en qualité de titulaire pour savoir comment le groupe évolue lors des déplacements quand vous ne pouvez pas être vous-même spectateur justement des matchs du Nîmes Olympique. Ben ouais, j'ai mes collègues, je les appelle après le match, mais ouais, pendant le match, souvent, je regarde sur Internet les résultats, je suis le résultat sur Internet, et je les appelle après le match pour savoir un peu plus précisément comment il s'est passé, mais ouais, c'est bien, on a fait un bon résultat. Franchement, je ne vais pas dire que j'étais pessimiste, mais Paris FC, vraiment, à l'aller, m'a fait une belle impression. Donc, je m'attendais vraiment à un match difficile, et c'est vraiment bien d'avoir gagné, parce que je pense qu'il va accrocher plus d'une équipe à Paris, parce que puis bon, les retours que j'ai eus, voilà, ce que je pensais, c'est que c'est une équipe, ça a été un combat, physiquement ça a été dur, mais bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a pas plié, on a su répondre présent, et voilà, on est revenu avec la victoire, donc c'est bien. Thierry Froger qui parlait d'une équipe qui avait marché sur le Nîmes Olympique physiquement, donc on imagine que la lutte a dû être rude sur la pelouse de Charletti, avec, on s'en souvient, la ligne victoire 2-1 au Costières, si mes souvenirs sont bons, devant cette équipe parisienne. Vous aviez déjà eu l'occasion de les jouer, de jouer à Charletti avec Arles notamment? Ouais, à Charletti, non, mais j'ai joué le PFC, ouais, j'ai déjà joué 2-3 fois le PFC, c'est toujours pareil, c'est une équipe qui est pas mauvaise. Ça fait combien, ça doit faire 4 ou 5 ans qu'ils sont en national et tout, ils descendent pas, ils visent la montée, ils n'y arrivent pas, ça je sais pas, peut-être dans leur club ils ont d'autres soucis, mais sur le terrain ils sont toujours difficiles à battre, difficiles à bouger, et cette année pareil, fait au match à Lyon, c'est vrai qu'on a gagné 2-1, mais je me rappelle d'un match, ça avait été difficile, je crois qu'ils avaient marqué contre leur, je sais pas s'ils avaient pas marqué contre leur camp aussi le 2-1, le but du 2-1. Voilà, je vous dis, ça fait partie d'une des belles équipes du national de cette année. On les a battus 2 fois, ça prouve que vraiment il y a de la qualité, mais bon, ça, on le savait. Le Paris Football Club, que l'on retrouvera et on sera très attentif à la suite justement des prestations des hommes de Alain Mboma, le Paris Football Club qui est actuellement 8e de ce classement de national avec 35 points. On verra ça en deuxième partie d'émission. On va observer une courte pause. On reviendra bien évidemment pour regarder tous les résultats de cette 26e journée. Et puis on reviendra avec nos invités, Emmanuel Correz ainsi que Kevin Martin, en présence d'Olivier Martinez, pour continuer à commenter l'actualité du Nîmes Olympique. Croco Hebdo revient de suite. De retour sur le plateau de Croco Hebdo pour la suite de cette émission en présence de nos invités Emmanuel Correz et Kevin Martin, les joueurs du Nîmes Olympique. On est revenu sur la belle victoire des Crocos vendredi soir à Charletti. On va revenir sur les résultats de cette 26e journée alors que le groupe nîmois est actuellement en route et s'envole pour Besançon où il va disputer son match en retard demain soir mardi. Alors ces résultats, ils sont les suivants. 26e journée, beaucoup de résultats, beaucoup de matchs en retard, du fait, on le sait, des nombreux reports à cause du froid qui a sévi lors de la première quinzaine du mois de février. Mardi dernier, Épinal a été tenu en échec par le Poiré-sur-Vie, 1 but partout. Jeudi, Orléans a également été tenu en échec par Vannes, 2 buts partout. Sur les rencontres classiques du vendredi soir, Quevilly a été défait à domicile par le Poiré-sur-Vie. Le Red Star l'a également remporté 2-0 sur la pelouse d'Épinal. C'est moins étonnant ça. Ce Red Star qui n'arrive pas à gagner à domicile, mais qui à l'extérieur est redoutable. Impressionnant, ouais. C'est une équipe de contre et ils nous avaient vraiment fait forte impression. Bon, en même temps, ils avaient tout réussi, donc c'est vrai que. Mais c'est pas étonnant de les voir gagner à Épinal quand même.
La victoire nette et sans bavure de Colmar 3-0 face à Besançon. On reviendra sur Niort-Rouen tout à l'heure. Beauvais et Créteil se sont départagés sur ce score de 1 but partout. Match nul. Victoire donc à l'extérieur de Nîmes Olympique sur la pelouse du Paris FC. Et puis samedi, une égalisation qui a certainement ravi les supporters des Crocos. C'est l'égalisation obtenue par Luzenac sur la pelouse du stade Ange Casanova. Sur la pelouse du Gazélec Ajaccio, 1 but partout, score final. Le Gazélec qui a été tenu en échec. Un match nul qui fait les affaires, vous allez le voir au classement des Crocos. L'Aviron Bayonnais qui a été lui aussi tenu en échec au stade Didier Deschamps par Fréjus Saint-Raphaël, 1 but partout. Enfin, Martigues qui réalise la belle opération. Et on imagine que certains inconditionnels de Jean-Luc Vanouki seront satisfaits de voir que Martigues s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Cherbourg. Et c'est pas une surprise, ça, Olivier. Non, c'est vrai que... Enfin, Cherbourg, je les voyais plus solides que ça quand même à domicile. Mais bon, voilà, Martigues et Jaluc ont fait le taf. Avec, je le disais, une situation particulière pour le match Niort-Rouen, un match qui a été arrêté au bout de 60 minutes de jeu, et ce pour une raison très simple. 3 coupures d'électricité au cours de la même rencontre, 3 interruptions, des pannes. Et comme le stipule l'article 16 du règlement de la Fédération française de football pour ce cas précis, pour toute panne ou ensemble de pannes, sauf cas de force majeure, la responsabilité du club organisateur, en l'occurrence Niort, est engagée. Par conséquent, les Rouennais pourraient être désignés victorieux de ce match sur tapis vert. Et ce serait une défaite donc pour Niort. Ce serait donc un mauvais coup pour le leader de National. Rouen, en revanche, pourrait faire une bonne opération en s'emparant de la 6e place avec 38 points. On sera très attentif à ce que va dire la commission, mais il y a parfois, on le voit, Olivier, des coups du sort comme ça qui peuvent intervenir. Ouais, c'est dommage parce qu'on aurait préféré creuser l'écart avec les sons le leader s'envoler et creuser l'écart avec potentiel 3e. Donc bon, mais ça va relancer. Et de toute façon, on sait que ce championnat va être serré jusqu'au bout. Il y a 6 équipes qui peuvent encore monter. Donc, et il y en a 3 qui n'y seront pas. Non, mais tant pis, ça va les relancer un peu. Les pannes d'électricité, c'est plutôt rare sur des stades. Vous avez déjà des souvenirs en qualité de footballeur, Emmanuel, de pannes célèbres? Non, ici, des fois, il y a une panne, mais bon, c'est revenu 5 minutes après. Mais bon, non, c'est plutôt rare quand même. Et l'OM Milan AC? Oui, voilà. Il y a un petit peu plus de 20 ans, le fameux quart de finale avec le but de Waddell à la 75e minute et le Vélodrome qui avait été plongé, en tout cas une partie du virage nord avait été plongé dans le noir. Et les Milanais avaient tenté coûte que coûte de remporter ce match sur tapis vert. Allez, on va jeter un coup d'œil sur le classement de National avec toujours les Chamois niortais, premier de National avec 45 points. Un match en retard par rapport au Nîmes Olympique. 24 matchs actuellement pour Niort, 25 pour le Nîmes Olympique. Le Nîmes Olympique qui jouera demain soir à Besançon. 43 points pour les Nîmois. Un tiers groupé à 42 points pour le Gazélec Ajaccio, Vannes et Épinal. Sachez toutefois que Vannes a joué ses 26 matchs, mais que le Gazélec et Épinal comptent encore un match en retard. 6e place pour Rouen, 38 points. 7e Créteil, 36. À 35 points, le Paris Football Club et Fréjus Saint-Raphaël. 10e rang occupé par le Poiré-sur-Vie, toujours redoutable, on le voit dans certains de ses déplacements. Le Red Star qui est 11e en embuscade avec 32 points à égalité avec Colmar. La 13e place revient à Luzenac qui sort de la zone de relégation avec 31 points. 14e place pour Orléans avec 30 points. Une longueur d'avance sur Quevilly. À 27 points, on retrouve Beauvais et Cherbourg, 16e ex-aequo, quasiment ex-aequo avec simplement un but de différence au niveau du goal average. Et puis en position de relégation, Martigues avec 26 points, qui creuse l'écart sur l'Aviron Bayonnais, 19e avec 21 points. Et Besançon, le futur adversaire des Crocos, lanterne rouge, avec 19 points. On voit un classement, Olivier, qui est en train progressivement de s'affiner en dépit des matchs en retard qui restent à jouer. Oui. On y verra plus clair quand tout le monde aura joué le même nombre de matchs. Mais je me méfie des lanternes rouges parce que ça ne porte jamais bonheur à nous les Nîmois, notamment on se rappelle de l'Aviron Bayonnais qui était dernier à l'époque. Je crains ce déplacement à Besançon, dans des conditions, encore à mon avis, il ne va pas faire grand soleil, enfin il ne fera pas grand chaud en tout cas. Et surtout derrière, on enchaîne avec Épinal, ça va faire 3 matchs en moins d'une semaine, c'est quand même assez énorme. Vous connaissez bien, Emmanuel, le championnat national. Est-ce que finalement l'évolution de la saison est conforme, entre guillemets, à ce que vous auriez pu vous attendre en début de saison? Déjà, en début de saison, je n'étais pas ici, j'étais à Arles encore. Mais quand je suis arrivé
fin août, disons. Je savais que le championnat national, à part l'année dernière, qu'il y a eu Bastia qui a survolé le championnat, c'est un championnat qui est très difficile. Parce que, bon, je sais qu'à chaque fois, pour y avoir joué, les équipes qui descendent de Ligue 2 remontent très très rarement. Parce que le choc, je ne vais pas dire énorme, mais tu passes du professionnel tu passes en national, c'est beaucoup de clubs amateurs et tout, c'est pas les mêmes genres de matchs. Tu sors vite du monde professionnel, donc le plus dur c'est de rester toi professionnel. Et voilà, donc je sais que ce championnat est très serré et je ne m'attendais vraiment pas à une équipe qui se détache loin devant, et c'est le cas. Donc je sais que ça va être dur jusqu'au bout. Mais bon, tout le monde en est conscient, hein. Je pense que les autres équipes aussi. Mais bon, nous, dans le club, dans l'équipe, dans le groupe, tout le monde est conscient que bon, jusqu'à la fin, il va falloir lutter. Et tout le monde s'y attendait, surtout. Kevin, vous avez connu la Ligue 2 la saison passée, vous revenez de blessure, là vous faites votre retour en réserve professionnelle, l'équipe première est internationale. Comment vous qualifiez, vous jugez votre évolution professionnelle justement par rapport au poste que vous occupez, par rapport à votre expérience? Pour l'instant, là, je vais essayer déjà de prendre du temps de jeu en réserve, de revenir aux bases, de travailler, de continuer à poursuivre mes efforts pour essayer après de réintégrer ce groupe professionnel que j'ai quitté malheureusement à cause de cette blessure. Mais c'est un championnat, comme vous l'avez dit, très dur. Il faut être prêt physiquement et moi je mets tous les atouts de mon côté pour revenir dans ce groupe. Est-ce qu'on peut considérer, Emmanuel, qu'il y a une façon différente d'arbitrer entre la Ligue 2 et le national sur l'estimation de certaines fautes et de cartons parfois qui peuvent plus facilement virer au rouge en national par rapport à la Ligue 2? Non, je pense pas. Non. Après, je pense qu'il y a une différence au niveau des sanctions. Après, quand tu prends un rouge, c'est pas pareil. Je sais qu'en national, je crois que c'est plus la Fédé ou c'est la Ligue, c'est plus pareil. Ouais, voilà, c'est pas pareil qui juge et les sanctions sont plus dures. Mais sinon, les arbitres, non, on voit pas trop de différence. Non. Alors, l'arbitre qui dirigera la rencontre de demain soir sur la pelouse de Besançon est Bernard Lavis. Il sera assisté par Sébastien Babula et Jean Grimm. Ça nous permet bien de voir le programme de la prochaine journée, la 27e journée de nationale, en plus des matchs en retard, bien évidemment. Le vendredi 9 mars, Vannes-Quevilly, Martigues Paris Football Club, Créteil Gazélec Ajaccio, Luzenac Colmar, Le Poiré-sur-Vie Beauvais. Ça sera samedi, comme Luzenac Colmar. Toujours samedi, Red Star Niort, Fréjus Saint-Raphaël Orléans, Rouen Bayonne, Nîmes Épinal samedi. On dit bien samedi parce qu'initialement la partie était annoncée pour vendredi, mais c'est bien samedi à 20h au Costières que se déroulera la réception d'Épinal. Match très important pour les Crocos. Et puis Besançon qui accueillera Cherbourg. Et puis demain soir, mardi, le match en retard entre Besançon et Nîmes. Donc on le précise bien, la Fédération française a décalé de 24 heures la réception d'Épinal au Costières à 20h. C'est une bonne nouvelle plutôt pour les Crocos parce qu'il y aura 24 heures de plus pour récupérer du match de Besançon, Olivier. Tout à fait. Je note aussi que ce sera le seul choc de cette journée-là, puisque les autres auront des matchs, entre guillemets, faciles, même si on sait qu'en national, il n'y a aucun match de facile. Mais le seul choc de cette journée, ce sera donc ceux qui auront tout à perdre, ce sera Nîmes Olympique et Épinal. On va jeter un coup d'œil justement sur le groupe nîmois qui devrait être aligné, en tout cas dont les noms devraient être couchés demain soir par Thierry Froger sur la feuille de match, deux gardiens. On garde quasiment le même groupe que pour le Paris Football Club, si ce n'est que Comlan Améou fait son entrée en lieu et place de Steve Agui qui a été touché aux adducteurs, qui a dû sortir. Il a laissé sa place à Ogunbi vendredi soir à Charletti. Et c'est donc le Camerounais Comlan Améou qui retrouve une place dans le groupe, sinon pas de surprise. Al-Shaibani et Merville en gardien, Carlier, Poulain, Poungé, Sidibé pour les défenseurs. Le nombre, hein, on retrouve vraiment la défense classique du Nîmes Olympique. Améou, Baldé, Adou, Parpex, Piocel. Et puis pour les attaquants, Bénézé, Koné, Ogunbi, Ouattara, ainsi que Ripard. On souhaite bien évidemment que les Crocos puissent négocier idéalement ce match. On l'a dit, toujours pas évident d'aller dans un club en difficulté. L'important, ça va être de voir comment on réagit face à la répétition des efforts, parce que voilà, on enchaîne. Est-ce qu'on est capable d'enchaîner 3 matchs? Parce que la qualité, on l'a, mais après la répétition du haut niveau, sachant que Besançon, ils vont nous attendre, ils vont nous rentrer dedans, ils ne nous feront pas de cadeaux. Après Épinal, ils ne nous feront pas de cadeaux non plus à domicile. Donc voilà, ça va être encore des combats, et il faut être prêt mentalement et surtout physiquement. Est-ce qu'on le saura? Réponse samedi soir, on aura joué les deux rencontres. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Emmanuel, vous avez fait partie de la formidable aventure de l'épopée d'Arles
du statut amateur jusqu'à la Il a montée, tout connu SFA2 jusqu'à Ligue 2. voilà, il a tout Il ne connu peut pas faire mieux. sur la pelouse mythique de Fernand Fournier à Arles. Comment vous avez été accueilli justement par vos coéquipiers lorsque vous êtes arrivé à Nîmes? Ouais, très bien, hein, j'ai été bien accueilli. Ouais, après, quand tu arrives dans un nouveau groupe, c'est dur. Enfin, moi qui suis pas, je suis de nature timide, donc d'arriver, je vais pas sauter sur tout le monde, mais Il y avait une tête connue quand même. ouais, j'étais connu, mais bon, après, voilà, après il y en a certains j'ai joué contre, des fois ça s'est pas bien passé. Bon, après quand tu te retrouves, après ouais, c'est bien passé, mais bon, quand tu changes de club, c'est jamais, enfin, pour moi, c'est jamais quelque chose de facile. Mais voilà, le plus dur c'est de s'acclimater, et puis bon, ça vient en faisant des matchs, et petit à petit ça se passe bien, mais ça va, c'est bien passé. On a dit il y a... Ça fait donc 4 montées avec Arles-Avignon. Arles, ça serait beau une 5e avec Nîmes Olympique. Ce serait... C'est parfait pour les CV. Ouais, j'aimerais. Hein. Toucher Et le une bois. descente aussi avec Arles Avignon. Ah bah, compte pas ça. On a déjà compte oublié pas. celle-là. On va revenir, alors c'est vrai, on l'a dit, le 16 décembre dernier, vous avez eu cette très grave blessure, Emmanuel, vous concernant. Jusqu'à présent, vous étiez un petit peu la clé d'un système établi par Thierry Froger, notamment avec Abdelmalik Sissane, dans ce qu'on appelait, nous, le trident bas, Olivier. Le fameux trident, avec trois milieux qui jouaient devant la défense. Et ça correspondait à une période où le Nîmes Olympique avait cette régularité, à la fois dans les résultats, avec du beau jeu, de la construction, des passes décisives, des buts. Comment vous vous sentiez justement dans cette période d'automne, au moment où les Nîmois, finalement, avaient totalement effacé la série noire du mois d'août? Moi déjà, j'aime pas trop le mettre en avant, donc c'est vrai, j'ai eu la chance d'être présent quand il y avait une bonne c'est-à-dire il y avait de bons résultats. Mais bon, moi je dis toujours que c'est pas un joueur qui fait une équipe, c'est toujours le groupe tous ensemble. Donc ça s'est bien passé pour moi, mais ça se passait bien aussi autour de moi. Les joueurs, les collègues faisaient bien le travail aussi, et puis bon. Il y avait une bonne réciprocité Voilà, entre vous. voilà, ça se passait bien entre tout le monde. Après, je pense pas qu'à part Cédou, que vraiment qui nous marque beaucoup de buts et tout, sinon il n'y a personne vraiment, il n'y a pas un joueur que tu peux mettre en avant. Donc ça se passait bien, mais les autres aussi ça se passait bien. Et voilà, j'ai eu la chance de jouer. Et puis bon, maintenant il y a des bons résultats aussi. Donc voilà, ça s'est bien passé. Mais bon, comme je dis, c'est le groupe qui fait la différence. C'est pas telle ou telle personne quand tu vois les équipes qui montent, c'est pas un joueur ou l'autre joueur qui fait monter une équipe. C'est souvent c'est le collectif qui monte. C'est pas voilà. Après, en plus de ça, on a la chance d'avoir le meilleur buteur cette année. Donc Et le meilleur passeur. et le meilleur passeur. Ouais. Donc c'est tout bonus. Mais j'espère que c'est eux qui nous feront monter. Mais je pense que c'est surtout tous ensemble que si on répète les bons matchs ensemble, c'est ça qui nous fera monter. Il faut continuer les matchs de Paris, qu'on voit qu'on a été solide. Et la solidité, c'est pas un joueur ou deux joueurs qui ont été solides. C'est le groupe entier, les remplaçants. C'est tout le monde, voilà. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et en plus, comme je dis, on a la chance d'avoir Cédou et Mouri, le meilleur buteur, le meilleur passeur. Donc, on a tout pour réussir. J'espère que ça va passer. Lui ne le dira pas, mais pour son premier match, première victoire des Crocos de la saison, on se rappelle. Même si je crois qu'il sort À la mi-temps. Il sort à la mi-temps sur une gêne. Mais nous, de l'extérieur, on peut en parler. Avec Patrick et même Claude, ce qui nous a choqué littéralement en milieu de terrain, c'est qu'il a joué un peu ce rôle de sentinelle de la défense. Il a stabilisé de suite le milieu de terrain. Pas en disant, les gars, calmez-vous, non, c'est par son jeu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de calme quand il joue. Il a calmé son milieu de terrain. Il a apporté une certaine stabilité dans son jeu de passe. Je cours, je long, pied gauche en plus. Donc il avait beaucoup plus de possibilités qu'on n'avait pas en milieu de terrain. Il était capable de faire la dernière passe, il est capable de faire la passe de construction. Il a vraiment apporté son expérience. On a vu, il était toujours à la limite de prendre un carton avec l'arbitre, mais avec l'expérience, un petit mot, un petit geste, et il prenait jamais un carton. Enfin, il a apporté vraiment une grande expérience, et ça s'est vu au milieu de terrain qui était très jeune et qui avait tendance des fois à déjouer un peu. Et voilà, sur ce plan-là, il a mis un peu l'équipe et le milieu de terrain dans le bon sens. Ça, c'est quelque chose qu'on doit y rendre. Et après, c'est vrai que maintenant, ça tourne très bien, mais il y est pour beaucoup. Alors, on va justement, pour illustrer ces propos, Olivier, Emmanuel et Kevin, revenir sur un petit peu en arrière, sur des images d'archives et sur un match qui correspondait un petit peu à cette période de la bonne santé collective du Nîmes Olympique et de cette régularité qui ont permis aux Crocos de se hisser
en haut du classement de national. On a choisi un match, Emmanuel, c'est le match où vous êtes buteur, vous inscrivez un joli but. Ah, mais il n'y a pas de gardien. Voilà, il y a Luzenac, c'était Luzenac, en effet, devant un gardien de but de fortune, puisque le gardien titulaire avait été blessé, puis le gardien remplaçant a été expulsé, et sur un coup franc, Emmanuel Corrèze avait inscrit ce but. Je vous propose de revoir ces images et le résumé que nous avions tourné au tout début du mois de décembre 2011. Température fraîche samedi soir au pied des Pyrénées ariégeoises pour un déplacement des plus importants. Le Nîmes olympique n'était pas venu à Luzenac pour y extraire du talc, la richesse locale, mais bel et bien pour obtenir un bon résultat afin de rester au contact du trio de tête. Principalement regroupés dans l'unique petite tribune du stade Paul Fédoux, les 500 spectateurs de la rencontre ont donné de la voix, notamment lors du premier tournant du match. Sur un ballon intelligemment transmis par Corrèze, Sédou Koné tentait genou levé un contrôle quasi impossible dans sa course, frappant de plein fouet l'infortuné portier midi-pyrénéen Ludovic Grégory, sorti au devant de l'attaquant ivoirien. KO pendant plusieurs minutes et souffrant de la mâchoire et de vertige, Grégory allait finalement céder sa place à Fabien Mahou avant d'être évacué vers un centre hospitalier. Dans une rencontre heurtée et au faible niveau technique, les Nîmois allaient défendre avec rigueur grâce à l'efficacité d'une charnière solide composée par Poulain et Stosic, parfaitement secondés dans les couloirs par Pounjé et Sidibé, auteurs d'un bon retour sur le côté droit. J'ai donné comme objectif de reprendre un peu plus d'envie dans la conquête du ballon, d'être beaucoup plus solide. Et je pense que ça fait 2 matchs où on n'est pas génial, mais on est costaud, on marque des buts quand même, ça ne nous empêche pas de marquer des buts. Et là, aujourd'hui, on ne s'est pas désuni, même un de moins. Donc c'est une vertu qui nous fait du bien parce qu'on récupère des ballons et des ballons où on peut poser des problèmes à l'adversaire. Rarement dangereux, les Luzenaciens allaient pourtant mettre Cyril Merville à la parade, peu avant le repos, sur un tir ajusté par Tristan Mbongo. 0-0 à la mi-temps. De retour des vestiaires et après quelques actions notables de Bénézé et Ogunbi en fin de première période, les hommes de Thierry Froger allaient intensifier leurs attaques, notamment par l'intermédiaire du revenant Diarra-Souba, positionné à la pointe de l'attaque nîmoise suite à l'expulsion de Koné. Un carton rouge que l'arbitre de la rencontre, Dimitri Christo, allait sortir une seconde fois pour sanctionner un tacle bien maladroit du jeune gardien remplaçant Fabien Mahou, coupable d'une faute grossière à l'extérieur de sa surface à l'encontre de Diarra-Souba à la suite d'un premier duel remporté par le portier de Luzenac, mais auteur en suivi d'un dégagement totalement raté. Une expulsion lourde de conséquences pour les locaux, puisque c'est le milieu de terrain Vincent Chagnier qui se voyait dans l'obligation de prendre place dans les cages pour les 40 dernières minutes de la partie. Un fait et un tournant de match qui allait permettre à Emmanuel Corrèze d'ouvrir le score pour les Crocos et d'enfoncer les Luzenaciens dans le doute à 10-10 à la 51e minute de la partie. J'avais pas l'impression, mais bon, voilà, le seul truc que je me disais dans ma tête, c'est que je me disais, il faut cadrer à tout prix. Parce que bon, je ne dis pas qu'il est mauvais le gardien, mais bon, c'est un joueur, donc il a moins de qualité qu'un joueur qui joue tout en gardien. Donc je vais cadrer et c'est rentré. Comme je dis, tant mieux pour l'équipe. C'est vraiment, que ce soit moi qui ai marqué, c'est anecdotique. Ça fait même au moins 2 ans que je n'avais pas marqué. Donc ça fait plaisir, mais bon, comme on dit, ça fait 2-3 semaines qu'on en parle. Le plus important, enfin, même depuis le début de l'année, mais bon, le plus important, c'est pas mon but ou quoi, c'est les 3 points de la victoire qui étaient vraiment importants. On était venu pour chercher la victoire, on l'a eu. Une victoire que les Nîmois allaient construire patiemment, grâce notamment aux fautes commises par les Ariégeois, souvent approximatives dans la transmission de balles. Une faiblesse qu'allait exploiter le très actif Maxime Pounjé, auteur d'une extraordinaire percée dans l'axe et servant idéalement à la 79e minute Lamine Diarra-Souba pour le 2e but nîmois. On sait que ça allait être un match difficile, mais avec l'expulsion, c'est encore un match plus difficile et on ne s'est pas désuni. On a eu des occasions en première mi-temps et en deuxième, on a été costaud et rigoureux sans être génial. Peu d'étincelles dans le jeu, si ce n'est une dernière percée victorieuse de Nicolas Bénézé dans le temps additionnel de la seconde période, avec un but certainement excessivement fêté autour des supporters déchaînés et dont certains pénétrèrent sur la pelouse après avoir défoncé les grilles de sécurité. Dernière anecdote d'un match piège, bien géré par les Nîmois, devant une équipe de Luzenac manquant de réalisme. Bien sûr qu'ils font que la victoire de Nîmes est logique en deuxième mi-temps, mais je crois qu'on a failli mentalement sur la première mi-temps où on avait fait une bonne entame. Et l'expulsion du joueur de Nîmes nous handicape à nous sur la première mi-temps plutôt que Nîmes, où on s'arrête de jouer. Donc, ce que je reprochais à mes joueurs à la mi-temps, après bon, la deuxième mi-temps c'est anecdotique.
Gérer l'absence de Koné tout en renouvelant son crédit de buteur et de passeur et sans encaisser le moindre but depuis 2 matchs, le Nîmes Olympique poursuit sa marche en avant avec l'impératif d'un 3e succès consécutif vendredi soir au Costières, un match en retard contre Beauvais. Voilà, le match en retard contre Beauvais, c'était au mois de décembre dernier. Le match en retard, le vrai, c'est demain soir, mardi, sur la pelouse de Besançon. Et le prochain match à domicile, c'est au Costières, samedi, avec cette réception très attendue d'Épinal. On va revenir sur le temps de jeu des joueurs. Ça vous fait plaisir, tiens Emmanuel, de revoir le coup franc, le but et la sensation. Est-ce que vous aviez eu l'occasion de revoir ces images? Ouais, j'avais vu sur l'émission, parce que, comme je disais, à Arles, je n'ai pas TV Sud et je regarde à chaque fois sur le site de Nîmes. Des fois, je vois les résumés, mais je n'ai pas TV Sud, donc je ne vois pas. Et ouais, j'avais déjà vu, mais c'est vrai que, comme j'ai déjà dit, ils sont rares mes buts, donc ça me fait plaisir de les voir. C'est pas le seul coup franc de Nîmes d'ailleurs cette saison. Je suis pas sûr. Je sais pas s'il y a pas que... Depuis que j'y suis, je crois que. Il y a que Manuel qui a marqué sur coup franc. Il y en a beaucoup moins depuis, c'est vrai, le départ de David Gigliotti, qui avait des coups de patte très précieux sur coup franc. En tout cas, c'est vrai qu'on a pris plaisir à revoir ces images. On va redécouvrir le temps de jeu des joueurs du Nîmes Olympique avec Benoît Poulain, le capitaine, jour premier, 2070 minutes en 22 matchs. Ogunbi, deuxième avec 2051 minutes, 24 participations. Troisième, Maxime Pounje, 1989 minutes. Quatrième, Vincent Carlier, toujours Sédou Koné, qui garde sa 5e place avec 1483 minutes en 19 matchs. Côté buteur, eh bien, on ne va pas ajouter le but du malheureux Diawara au compteur des Nîmois. Pas de changement. Sédou Koné toujours premier devant Steve Agui. Troisième, Ogunbi avec 5 buts. Quatrième, Nicolas Bénézé, 4 réalisations. 2 buts pour Adou, Parpex, Poulain, Stozic et 1 but pour Emmanuel Corrèze, Lamine Diarasouba, Abdelmalik Sissane, Issouf Ouattara, ainsi que Renaud Ripard. Du côté des passeurs, pas de changement là non plus. Mouritala Ogunbi, 15 passes décisives, c'est un très très gros chiffre, on le rappelle. Steve Agui à 3, Sédou Koné également, et puis une passe pour Bénézé, Corrèze, Pounje, Sissane, Parpex, Poulain et Gaëtan Salaire. Des buts et des passes comme s'il en pleuvait, c'est le retour, un petit rappel, du décibelomètre. Allez, Steve Agui qui a marqué lui aussi un. Bien joué Corrèze. Ouais. Aïe aïe aïe. Allez, le but! Oh le but! Oh le but Sissane avec un bon ballon redonné par Malik Sissane. Par Koné. Superbe but de Sissane. Goal de Malik Sissane. Au moment où on attendait le moins finalement. Ouais. Et le premier de sa saison, Malik Sissane qui vient récompenser un début de saison magnifique du milieu. Sissane qui est allé faire jouer le porteur. Allez Agui, c'est à toi de faire jouer. Maintenant Parpex. Parpex, ça c'est super de la part de Parpex, ça c'est très bien joué. Allez, voilà, c'est bien. Eh oui, c'est très bien ce qu'a fait Parpex. De la part de Parpex. Il n'y a pas d'enjeu. Allez, il y a un 2 contre 1 à faire. Il y a un 2 contre 1. Oui, superbe but de Agui qui marque son troisième but. Et Steve Agui qui marque son troisième but à 3 rencontres. Et ça, c'est encore grosse faute du milieu niortais, mais très belle anticipation de Parpex en défendant très très haut. Il conserve toujours les jeunes et c'est vrai que Agui, quand il est rentré, n'avait pas fait une prestation exceptionnelle. C'est normal qu'ils sont sortis du groupe. Allez, attention, ce centre à venir de Gounbi. La tête de Koné, but! Centre et but magnifique de Koné qui nous fait une pirouette fabuleuse. Oh là 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 là! Venu d'ailleurs. Très solide. La défense rouennaise. Un ballon qui revient par chance à Koné qui s'est retourné. Il est face au gardien. But de Koné. Super but de Seydou Koné. Très mérité du hors-jeu. C'est à la limite, ouais, tout à fait, mais bon. Et ce qu'on venait de dire à l'instant, c'est concrétisé. Enfin, un but pour le meilleur attaquant de ce début de match, Koné, qui a fait preuve de beaucoup de métier. Allez, c'est frappé, c'est bien coupé, c'est but! Superbe but! Largement mérité pour les Crocos. Ah oui, superbe but. Une galette fabuleuse de Yumi. Et but de... C'est Stozic. C'est Miodrag Stozic qui ouvre son compteur-but. Ah ouais. Et encore un but coupé. Un casque d'or. Premier poteau. Ah ouais, magnifique. Très très bien frappé encore. Ça fait 1 mois et demi qu'on n'a pas gagné au Costières.
avec cette équipe de Colmar. Oh, un superbe but de Collet, oh là 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 là. Une frappe magnifique avec un pied gauche extraordinaire qui est allé enlever l'araignée, la toile d'araignée du but du gardien de Colmar. Quelle entrée en matière pour les Nîmois. Oh là 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 là, quel but, les filets, ça rappelle. Qu'est-ce qu'on voit comme joli but cette oh saison, là 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 là, vraiment, on ne pouvait pas commencer mieux. Belle récupération là. Corrèze qui fait un très très bon début de match. Ah, il a envie, Corrèze, allez, bon ballon pour Bénézé. Bénézé, faut pas le rater. Ouais. Pour sa première bon but de Bénézé, joli. Belle récupération. Bonne récupération, un superbe ballon donné sur Bénézé. Et Olivier parlait d'efficacité. Et ben, quasiment première occasion et premier but. Ouais, mais c'est sur une belle transversale, superbe. Alors, on a vu le tacle glissé de Corrèze. Justement, Olivier, qu'il est le numéro 1. D'ailleurs, je crois pas que les Nîmois se font. Ouais, connaît quel solide, qu'est-ce qu'il est solide. Il faut aller au bout, mon petit. Ouais. Oh là là, qu'il est beau. Superbe but de Koné, quel but. Il a tout fait, Koné. Koné, il a tout fait. Il s'est retourné, il a fait petit pont, il a accéléré, il a roulé. Et il a fait la misère. Quel but, le plus beau but. Et je pense que Besançon ne sera pas à l'heure aujourd'hui. Le train partira sans eux. Énorme, signé Seydou Koné qui fait le ah but. Ouais, il a fait tout seul. Il se l'est fait tout seul, Koné. Oh, quel but de Seydou Koné. Ah oui. C'est aussi ça le national, hein. C'est bien beau de flammer, mais il faut aussi tenir la longueur. Voilà, ça s'est joué. Allez, Adou, il faut passer derrière Agui, voilà, il faut prendre le couloir. Voilà, comme ça on donne une solution. Oh, que c'est bien joué ça. Oh, allez, que c'est bien joué. Allez, la frappe à venir. Bravo. Ouais. Oh, le but. Oh, le but exceptionnel de Parpex. Oh, le but de Monsieur Parpex. Oh là là là, énorme Parpex. C'est un scud venu de l'autre monde qui est arrivé à atterrir dans la lucarne de Delecroix. Quel but, Claude. Ah, magnifique. Et ça vient récompenser l'énorme début de partie de ce joueur qui était vraiment au four et au moulin. Qu'on avait vu depuis le début de cette partie. Quelle construction. Et gageons que Besançon soit en retard pour paraphraser Patrick Champ demain soir avec peut-être un but aussi beau de Seydou Koné. Toujours du bonheur, Kevin, de voir la diversité des goléadors nîmois cette saison. Bah oui, on voit qu'on a le meilleur buteur et le meilleur passeur avec Seydou et Mouri, mais derrière aussi on a Jonathan qui est capable de mettre des frappes comme on a pu voir. On a Steve, on a beaucoup de bons joueurs qui peuvent marquer. D'accord avec le classement ? Ouais, d'accord. Steve a mis un beau but aussi. Et Suzic aussi, on l'a pas vu, mais il était à l'extérieur, donc on n'a pas pu le mettre. Il paraît qu'il a mis un but fantastique. Tous les buts de toute façon sont importants et on a vu Seydou qui a mis un but. Il a pris le ballon et est allé marquer tout seul. Johnny qui met une frappe. On a préféré le collectif en numéro 1 que l'exploit individuel. Ouais, c'est clair. C'est vrai que l'exploit individuel entre l'aile de pigeon et la poitrine, c'est assez assez exceptionnel. Avant de se quitter, messieurs, tiens, un petit rappel avec un clin d'œil à tous les amis bénévoles qui évoluent au sein de l'association Nîmes Olympique qui édite ce calendrier avec toutes les équipes de jeunes réunies sur la tribune nord des Costières. C'est le calendrier du Nîmes Olympique pour marquer des dates importantes sur l'agenda. C'est en vente du côté des Costières et ça aide notamment bien tous les accompagnateurs, tous ceux qui encadrent les équipes de jeunes du Nîmes Olympique. C'est en vente au stade des Costières dans les tribunes. Puis on aura l'occasion de noter notamment la date de vendredi, le 9 mars, Emmanuel. Joyeux anniversaire avec quelques jours d'avance. Ouais, j'espère que pour mon anniversaire, avoir 2 victoires dans la semaine, ça me serait un bon cadeau. Ça serait un joli cadeau. 6 points d'affilée.
Merci messieurs en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Bonne continuation Kevin, merci. Merci à vous. Et puis bon rétablissement à vous Emmanuel, on espère vous voir très rapidement aussi sous le maillot des Crocos. Olivier, rendez-vous est pris samedi au Costières aux côtés de Patrick qui sera rétabli et de Claudio Martos pour le match face à Épinal. Diffusion lundi prochain à 21h45 juste après Croco Hebdo. Restez sur TV Sud juste après cette émission, vous avez le match de quart de finale aller de Coupe d'Europe EHF de handball féminin entre les Nîmoises du HBCN et le club roumain de Salao. On se retrouve la semaine prochaine avec Pierre-Paul Castelli qui sera ici à ma place puisque je ferai le déplacement en Roumanie pour suivre le quart de finale retour justement face à Salao. On espère que les handballeuses nîmoises vont se qualifier. Allez, bonne chance aux Crocos. On sera samedi au Costières et... Allez Nîmes. Allez Nîmes, au revoir. Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous a présenté Croco Hebdo.